Excusez-moi, je fais des tests avec mes vidéos, hein, c'est pas un studio, là. J'ai travaillé dans des meilleures conditions que ça, mais je viens de me rendre compte qu'il y avait un HDR activé, puis ça faisait une couple de vidéos que j'étais comme, il y a quelque chose que j'aime pas. Puis quand je joue à des jeux vidéo, je joue jamais avec HDR, j'aime pas ça l'HDR, j'aime pas l'effet. Anyway, fait que bon. Mais sur ce commentaire pragmatique de la chaîne vidéo puis du n'importe quoi que je fais ici, allons vers un pragmatisme de Mark Carney que je suis 100% d'accord avec lui. Probablement pas d'accord avec des détails, parce que, tu sais, il y a quelque chose qu'on a, lui et moi, de fondamentalement différent, à part le fait que je suis souverainiste, c'est que lui, il défend un modèle économique international que je trouve très néfaste. Par contre, aujourd'hui, il a reconnu des injustices dans le système d'une façon telle que je me rapproche de lui et je l'ai trouvé extrêmement cohérent. Je pense qu'il parle vraiment de ce dont je parle quasiment tout le temps à cette chaîne-ci, de regarder le monde tel qu'il est. Et il le fait. Évidemment, regarder le monde tel qu'il est, ça ne veut pas dire qu'on va voir la même chose. Hein? Chacun a son point de vue quand même. Par contre, il va avoir une forme d'honnêteté et d'authenticité dans son rapport aux choses. Idéalement, un détachement aussi, mais bon, ça dépend de son niveau de maturité. Puis on n'est pas en train de tirer une fleur à pousser, on force personne à être comme nous. C'est justement une question de respecter les diversités. Et c'est quelque chose de très pragmatique, justement, comme il en a parlé dans son rapport à la Chine, c'est de dire, regarde, on n'aura pas les mêmes valeurs, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir des échanges culturels et économiques aussi. T'sais. Mais le fait d'être différent ne devrait pas faire qu'on n'échange pas. Puis ça, c'est un grand problème qu'on a eu avec l'ère woke de Trudeau, c'est que ça crée des murs, hein, essentiellement. C'est comme, je rencontre la première ministre de l'Italie ou la présidente de l'Italie, je ne sais pas comment c'est quoi leur titre, et je vais y parler de comment sur les certificats de naissance d'enfants qui sont adoptés par des homosexuels, on voit encore le nom de la mère porteuse parce que nous autres, on n'est pas... C'est pas de tes affaires. Tu sais, je veux dire, tu as le droit de faire qu'au Canada, c'est différent. Tu as le droit de faire qu'en Ontario, c'est différent qu'au Québec. Tu as le droit à ton opinion. Mais ta job en tant que premier ministre, c'est pas d'aller dire à l'Italie comment inscrire l'information sur un certificat de naissance parce que ça heurte nos valeurs. Ça a été un débat dans leur société et c'est à eux de choisir. Mais quand on arrive à l'ONU et on débat de choses qui sont en commune, là, évidemment, on a le droit d'être un peu plus belliqueux dans notre point de vue. Tu sais, c'est comme, regarde, moi, je vais défendre mon point de vue, on veut quelque chose qui se partage. Mais la grosse problématique, et c'est là, il ne l'a pas nommé Mark Carney, mais c'est, à mon avis, la plus grosse problématique, c'est le Conseil de sécurité. Puis, si vous ne connaissez pas bien le Conseil de sécurité à l'ONU, moi, je pense que l'ONU, c'est la solution. Okay? Parce que je crois au multilatéralisme, et donc, les solutions sont dans la diplomatie et les échanges entre nations. Pour créer un ordre mondial respectable et démocratique, il faut qu'il soit multilatéral et non pas unilatéral et seulement imposé par les États-Unis, par exemple. Mais c'est quoi le Conseil de sécurité? Donc, le Conseil de sécurité, c'est des nations vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui ont un droit de veto sur à peu près n'importe quoi. Et deux des gros membres du Conseil de sécurité, c'est les États-Unis et la Russie. Et ce qui est bizarre là-dedans, c'est que dans le fond, les États-Unis pouvaient bloquer certains trucs qui étaient peut-être justement plus du côté de l'URSS, et parce que c'était l'URSS avant, le membre qui siégeait, c'est devenu la Russie, et la Russie peut bloquer des trucs qui étaient plus... Tu sais, c'était le fameux Est-Ouest, comme le mur de Berlin. Là, tu sais, le monde était divisé en deux, et c'était essentiellement les capitalistes contre les communistes, et donc, on pouvait mutuellement se faire des vétos. Et c'était considéré comme une forme de compromis, dans le sens où, justement, il y avait deux visions qui s'affrontaient, donc les extrêmes pouvaient être bloqués par l'autre, et ce qui était dans le milieu était pour être démocratiquement approuvé. Mais on voit bien, dans un ordre mondial, où finalement Trump est ami avec Poutine, que ça marche plus, ce droit de veto-là. Et donc, il y avait quelque chose de fondamentalement problématique dans la façon que l'ONU fonctionnait au niveau de son droit de veto. Mais il y a plein d'autres injustices systémiques. Tu sais, comme lui, il a parlé beaucoup de Gaza. Je vais mettre une entrevue, là. J'ai essayé de chercher une entrevue où son début en français n'était pas traduit. Je l'ai entendu à un moment donné dans une des nouvelles que j'ai écoutées, mais peu importe. Pas dans cette vidéo-là, mais vous pourrez, si vous voulez, entendre les petits bouts en français. Mais là, c'est traduit en anglais par une traductrice.
Et le gros de son speech et l'entrevue, c'est en anglais. Et il parle beaucoup de Gaza et la solution à deux États. Puis moi, ça me fait rire un peu parce que quand on est comme pro-Gaza, solution à deux États, mais tu te dis, ouais, mais Chris, c'est ça que l'ONU avait proposé au début. C'est ça que les pays arabes avaient refusé et attaqué Israël. Puis la guerre est là parce que depuis le début, les pays arabes autour d'Israël refusent la solution à deux États. Et donc, parce qu'ils se font attaquer, ben, ils les occupent. Mais c'est pas comme si la Palestine, la bande de Gaza, c'est pas comme si ça leur appartenait à Israël. C'est plus comme une occupation, un peu comme en temps de guerre. Donc, un peu comme, je sais pas moi, les Américains ont occupé l'Allemagne, mais la France aussi. Mais quand ils occupaient la France, c'était pas pour punir les Français, c'était parce qu'ils étaient là pour libérer la France qui était sous Hitler. Et donc, dans la logique israélienne, c'est de dire, ben, on occupe parce qu'on essaye de libérer la Palestine du Hamas qui nous fait constamment des attentats terroristes. On ne peut pas nier ça. Et d'ailleurs, le 7 octobre, énormément d'intelligence, l'intelligence comme dans l'armée, l'intelligence de la guerre, comme la CIA, ces choses-là, beaucoup de rapports d'intelligence disent que ça a été organisé par la Russie. Donc, la Russie, qui veut déstabiliser l'Occident de plein de façons, en affectant justement, en aidant Trump à reprendre le pouvoir, en utilisant non seulement du hacking dans nos systèmes, mais des bots dans les médias sociaux pour influencer le public, créer un clivage, créer de la division. C'est tous des trucs que le KGB avait étudiés. Hein? Le KGB a fait des études hallucinantes. En passant, si vous ne savez pas, après la Deuxième Guerre mondiale, Staline a pris le prix Nobel de la chimie, puis il lui a dit « T'es plus un chimiste maintenant, t'étudies le paranormal ». Puis il l'a forcé à étudier tout ce qui est télépathie, pouvoir télékinésique, puis ils ont fait des grosses études scientifiques. Il y a des livres super intéressants sur toutes leurs recherches, puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à démontrer, puis les limites de la chose. Bien, dans le fond, dans leur point de vue matérialisme scientifique, c'était très logique de dire, OK, tout ce qui est religieux, on ne va pas juste le rejeter du revers de la main dans le sens où ça appartient pas à la science, c'est la religion, mais plutôt, non, la science devrait pouvoir expliquer tous ces phénomènes-là, et donc, ils ont étudié. Et donc, tout ce qui est sciences humaines, tout ce qui est capacité de manipuler les gens, ce qu'on appelle le mentalisme, toutes les capacités de manipulation de foule, la psychologie sociale, tout ce genre de tests-là, on en fait à la tonne. Et donc, ce qu'ils font pour diviser l'Occident est très méthodique, très scientifique et très réfléchi, très manipulateur, très intelligent, très mal. Mais dans un mal fort avec plein de volonté puis d'intelligence, puis un manque total d'empathie pour l'autre, hein, l'ennemi qu'ils attaquent, nous. Et au travers de ça, ils ont aidé le Hamas à s'organiser pour faire le fameux attaque du 7 octobre qui a complètement déstabilisé et qui a fait une réponse exagérée, certes, d'Israël, mais comprenons bien que le Hamas et Israël, là-dedans, sont un peu comme manipulés d'un côté par les États-Unis et la Russie. Et c'est encore une guerre de proxy, finalement. Et donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit cet univers-là. Là, il y a bien du monde qui dit que c'est de la faute aux États-Unis, c'est eux autres qui se sont armés. Les États-Unis, ils se désarmaient après la fin de la Première Guerre mondiale, les années folles. Ça leur a pris 2 ans à rebâtir leur armée avant de venir attaquer Hitler. C'est pour ça qu'on dit que l'Angleterre a donné 2 précieuses années aux Américains. Elle a donné plus en réalité, mais l'Angleterre a arrêté beaucoup l'avancée d'Hitler. Tu sais, comme l'Angleterre, les Allemands sont rentrés en France comme dans du beurre. Mais les Anglais les ont beaucoup arrêtés, ce qui a permis aux États-Unis de se bâtir. Et donc, l'idée que c'était les États-Unis qui étaient cette tendance-là, je ne suis pas d'accord. C'est la Russie qui a toujours eu ce désir expansionniste-là. Puis si on regarde la fin de la deuxième, quand par exemple la Corée a été divisée en deux, c'est la Corée du Nord qui a fait des attaques pour essayer de prendre la Corée du Sud. Et donc, encore une fois, par proxy, au travers de l'URSS qui tentait de le faire. Et donc, c'est ça que l'OTAN est. L'OTAN est de dire, bon, ben l'URSS n'arrête pas d'attaquer. Patton, un des généraux américains, disait qu'il fallait attaquer les Russes à la fin de la deuxième. Là. Il ne fallait pas attendre. Ben, en fait, il l'a dit dès la fin de la deuxième. Il ne faut pas attendre, il faut les attaquer maintenant. Ils ont toujours été comme ça. Puis ils le sont encore à ce jour. Et donc, l'OTAN, c'est ça. L'OTAN, c'est de dire, bon, on a divisé l'Allemagne en deux, on a divisé la Corée en deux,
mais la Russie continue d'essayer de prendre du territoire, continue d'essayer d'envahir, continue encore, maintenant je dis la Russie puis l'URSS, je les mêle, là, je m'excuse, ça c'est mon déparler justement, mais vous comprenez bien que avant la chute du mur de Berlin, c'était l'URSS, et après, c'était la Russie. Et donc, c'est ça l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance qui s'est créée dans le but d'arrêter justement des genres de choses comme de prendre l'Ukraine. C'était sa fonction, c'était l'idée de base. Et donc, l'Ukraine étant à la porte de l'Europe, c'est normal qu'on défende l'Ukraine. Et dès le début, j'ai dit qu'on aurait dû les défendre beaucoup plus. On aurait dû vraiment aller livrer la guerre aux Russes. Mais on a attendu, on attend tout le temps. Et ça l'a fait le monde dans lequel on est maintenant. Et là, maintenant, les gens mettent leur pied à terre. Carney met son pied à terre enfin envers Trump. Pareil comme je l'ai dit dans des vidéos aujourd'hui, qu'on devrait faire, c'est-à-dire plutôt que d'avoir l'attitude de dire on va tout faire pour qu'on ait le moins de tarifs, on va tous se mettre ensemble puis répondre aux États-Unis. Il n'a pas exactement dit ça, mais quand on parle de s'unir contre, c'est ça que ça veut dire concrètement. Parce qu'on n'est pas en train de dire on va tirer des bombes atomiques sur les États-Unis, on est en train de dire tu nous fais de façon unilatérale des tarifs et de façon multilatérale, on va te faire des tarifs. Et là, les États-Unis vont avoir le choix de soit livrer la guerre au monde entier, qu'ils vont perdre, ou arrêter leur hostie de game de boule et de marde, de tabarnak. Et donc, je suis vraiment content, même si je suis souverainiste, même s'il y a bien des affaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec Carney, je suis vraiment content en ce moment que notre premier ministre ait dit ça. C'est un grand speech, un speech important dans notre histoire. Et enfin, les cartes sont mises sur table. C'est clair. On a fini d'être à genoux devant Trump. C'est fini. Faisons la guerre rose, comme j'arrête pas de dire.